Dans l'histoire de Bob Marley, on entend souvent les noms de Peter Tosh, Bunny Weller ou encore Rita Marley. Mais dans l'ombre, un homme tenait tout ensemble discrètement, fidèlement. Cet homme, c'était Alan Cole, footballeur jamaïcain de renom devenu manager de tournée, plus proche confident de Marley et le seul homme à qui Bob a un jour dit qu'il ne pourrait jamais le rembourser. Imaginez être la personne à qui Bob Marley faisait le plus confiance et choisir de garder le silence pendant près de 50 ans. Cole n'était pas simplement là pour la musique. Il était présent pour les instants que personne d'autre ne voyait. L'ascension, les déchirures, les révélations spirituelles, les vérités privées. Il a contribué à tracer le chemin de Marley, non pas depuis les projecteurs, mais depuis le cœur de son cercle intime. Aujourd'hui, à 74 ans, il brise ce silence et ce qu'il révèle n'est pas simplement surprenant. Cela rebat complètement les cartes de ce que l'on croyait savoir. Né en 1950, Alan Cole faisait déjà les gros titres en Jamaïque à la fin de son adolescence. Surnommé Skill pour son incroyable talent sur le terrain, il joua professionnellement au Brésil avec le Nautico et dans la NASL avec les Atlanta Chiefs. Attaquant de niveau international, il fut un temps considéré comme le plus grand joueur jamaïcain. Mais sa vie prit un tournant légendaire lorsqu'elle croisa celle d'un jeune musicien de Trenchtown nommé Robert Nesta Marley. Ils se rencontrèrent de manière très symbolique grâce au football. Au début des années 1960, lors d'un match informel au cœur de Trenchtown, Cole, déjà en pleine ascension sportive, croisa pour la première fois Bob Marley, qui n'était alors qu'un jeune garçon avec une guitare fabriquée à partir d'une boîte de sardines et des rêves plus grands que le ghetto qu'il avait vu naître. Ils échangèrent un regard, peut-être un signe de tête, mais personne ce jour-là n'aurait pu deviner l'ampleur du partenariat spirituel, créatif et révolutionnaire qui allait naître quelques années plus tard. Leur véritable amitié se forgea à la fin des années 1960 lorsque les Weller, Marley, Peter Tosh et Bunny Weller se séparèrent de leur label pour opérer de manière indépendante sous leur marque YN Soul. C'est alors que Cole entra en scène, commençant à gérer les affaires du groupe. Alors que les Weller s'imposaient dans le paysage musical jamaïcain, Cole apporta de l'ordre dans le chaos, mettant à profit sa discipline sportive et son expérience internationale pour éviter les pièges de l'industrie musicale. Mais Cole n'était pas qu'un manager. Il était un bouclier. Lorsque Marley se lança en solo en 1973, Cole devint son régisseur de tournée et sa main droite. Ensemble, ils fondèrent Tuff Gong, le label devenu une légende du reggae. Le nom fut imaginé par Marley lui-même qui voulait quelque chose qui évoque la force. Il voulait quelque chose de costaud, comme un gong, se souvient Cole. Leur première sortie sous ce label incluait Trenchtown Rock, devenu un hymne jamaïcain et un pilier de la culture. Mais leur lien allait bien au-delà du travail. C'était une amitié cosmique. Il aimait le football, j'aimais la musique, déclara Cole. C'était le plan divin. C'est ainsi qu'on s'est trouvés. Leurs deux passions, la musique et le football, les avaient unis et leur lien ne cessa de se renforcer. Marley, bien que célébré dans le monde entier, était d'une grande pudeur. Peu de gens voyaient au-delà du sourire public et de l'assurance scénique. Cole, lui, voyait tout. Quand on conduisait pour vendre des disques, Bob me racontait des histoires, se souvient Cole. Dès que quelqu'un s'approchait, il s'arrêtait. C'était la partie silencieuse que personne ne connaissait. Marley lui disait tout, pas les interviews calibrées, pas les communiqués, la vérité. Et Cole, à son crédit, la garda secrète pendant des décennies. Leur collaboration artistique était plus profonde qu'on ne le pense. Cole est crédité comme co-auteur de War, l'un des morceaux les plus engagés de Marley. Inspiré d'un discours de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, ce titre est devenu un cri de guerre contre le racisme et les injustices dans le monde. Mais l'empreinte de Cole va bien au-delà. Sous sa gestion sont nés des titres comme Guava Jelly, Concrete Jungle, Lively Up Yourself, Natty Dread, Screwface et Bellyful, But We Hungry. Chacun est un chapitre de la mythologie Marley, chacun protégé ou façonné par Cole. Il fut aussi témoin de l'éveil spirituel de Marley. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Bob n'était pas encore Rasta. Cela vint plus tard sous l'influence de Mortimo Plano, un ancien respecté du mouvement rastafarien. Cole observa cette transformation de près. Il vit Marley devenir non pas une marque, mais un croyant profondément connecté aux luttes spirituelles et politiques des Caraïbes. Cole ne se contenta pas d'approuver. Il l'aida à concrétiser ses croyances en organisant, en naviguant dans les enjeux politiques, en maintenant pendant que le prophète prêchait. Et il vit aussi la douleur, les pressions, la paranoïa.
Les moments où Marley se sentait traqué non seulement par la maladie, mais par des forces hors de son contrôle. Après l'attentat de 1976, c'est Cole qui resta auprès de lui. Il ne le quitta jamais, pas même lorsque Bob devint plus méfiant, pas même lorsque son corps lâcha. Quand Marley fut diagnostiqué d'un mélanome acral lentigineux en 1977, c'est Cole qui fut témoin de son refus de l'amputation, guidé par sa foi. C'est encore Cole qui l'accompagna en Allemagne auprès du docteur Joseph Issel. Et c'est Cole, dans son chagrin silencieux, qui admit plus tard peut-être qu'il serait encore là aujourd'hui s'il avait fait plus confiance aux médecins. One Love est une histoire inventée. Pour la plupart des fans, Bob Marley One Love était une célébration cinématographique attendue depuis longtemps, un hommage vibrant à l'icône du reggae. Mais pour Alan Skill Cole, c'était tout autre chose. Une distorsion et dans certains cas un mensonge. Non, je ne l'ai pas regardé, déclara-t-il sans la moindre hésitation parce que je ne pense pas que le film reflète ce qu'est réellement l'essence de Bob Marley. Cole n'est ni un critique marginal ni un opportuniste extérieur. Il fut le confident le plus proche de Bob Marley, son manager de tournée, son co-auteur, son frère spirituel et l'un des rares à qui Marley s'ouvrait vraiment. J'étais le seul homme à ne jamais faire partie de sa feuille de paix, confia Cole à Anthony Miller. Et il disait à sa mère et à certains de mes amis que j'étais la seule personne qu'il ne pourrait jamais rembourser dans cette vie. Ce silence gardé pendant plus de 40 ans n'en devient que plus saisissant et sa décision de parler aujourd'hui d'autant plus explosive. La critique principale que Cole adresse au biopic One Love, ce n'est pas qu'il tente d'honorer l'héritage de Bob Marley, c'est qu'il sacrifie la vérité pour y parvenir. Des relations essentielles ont été effacées, des scènes entières inventées. Pour Cole, le film tient plus de la fiction que de la biographie. Si tu veux raconter une histoire, dit-il, il faut être aussi honnête que possible. L'omission la plus flagrante et la plus controversée selon Alan Skill Cole est l'effacement total de Cindy Breakspear, compagne de longue date de Marley et mère de son plus jeune fils Damian Jr. Gong Marley. Bien loin d'un simple chapitre secondaire, Cindy fut au cœur de la vie de Bob durant l'une des périodes les plus vulnérables et créativement intenses de son existence. Après la tentative d'assassinat survenue en 1976 à son domicile de Kingston, Marley s'est exilé à Londres. C'est là, dans ces années chargées d'émotions, que Breakspear est devenue bien plus qu'une amoureuse. Elle fut une force stabilisatrice. Elle était présente pendant l'enregistrement de Exodus, l'un des albums les plus marquants de Marley, et a soutenu à travers les tempêtes politiques, les bouleversements spirituels et les pertes personnelles. Et pourtant, dans One Love, elle n'existe tout simplement pas. Cole n'a pas caché sa frustration. Parce qu'elle a joué un rôle aussi central dans sa vie à ce moment-là, expliqua-t-il. C'était une relation authentique. Des scènes avec Cindy avaient apparemment été tournées avec la jeune actrice britannique Umi Myers dans le rôle, mais toutes ont été supprimées du montage final. Le film se concentre presque exclusivement sur Rita Marley, l'épouse de Bob et membre des Hitries. Si l'importance de Rita dans la vie et l'héritage de Marley est indéniable, la présenter comme son unique partenaire romantique déforme profondément la réalité. Cole va encore plus loin en révélant une vérité peu connue. Marley allait un peu partout en disant qu'il n'était pas marié. C'est ce qu'il racontait à toutes les filles. Ce qui a encore plus irrité Cole ainsi que le célèbre poète et activiste jamaïcain Mutabaruka. Ce sont certaines scènes qui, selon eux, relèvent totalement de la fiction, comme celle où un des hommes ayant tenté de tuer Marley en 1976 revient demander pardon. Dans le film, Marley lui tient la main, telle une figure christique, et lui accorde son absolution. Bob Marley ne ferait jamais ça. Rasta, déclara Mutabaruka. Cole acquiesça. Ce moment présenté comme un tournant de pardon divin n'a jamais eu lieu. Pas plus que l'image du producteur Clément, Sir Coxon, Dodd comme un gangster façon western, une autre invention que les deux hommes ont jugée irrespectueuse envers l'histoire et la culture jamaïcaine. Ils ont juste inventé des trucs, déclara sèchement Cole. Le film évite également l'un des chapitres les plus essentiels de la vie de Marley. La douloureuse séparation avec Peter Tosh et Bunny Weller. Cole, qui gérait le groupe avant la rupture avec Chris Blackwell, fondateur d'Island Records, affirme que la véritable histoire est bien plus complexe que ce que montre le film. Alors qu'il jouait au Brésil, Marley l'a informé d'une montée des tensions au sein du groupe. À son retour, Cole tenta de calmer les choses, mais Tosh en avait assez. Il refusa de continuer à enregistrer pour Blackwell, l'accusant d'avoir été irrespectueux durant leur tournée. Bunny Weller suivit peu après. Cole essaya de réconcilier les membres, mais le mal était fait.
Les Weller remontèrent parfois sur scène ensemble, mais plus jamais en studio. À la place, Marley forma les Itries et continua sa carrière solo avec Rita, Judy Mowat et Marcia Griffiths. Mais la rupture entre Marley, Tosh et Weller était bien réelle, douloureuse et définitive. Selon Cole, le film passe sous silence toute cette vérité pour offrir une version plus lisse, plus héroïque de l'histoire. Il aurait simplement fallu que des gens comme moi soient consultés pour raconter ce qui s'est vraiment passé, dit-il. Mais les réalisateurs ne l'ont jamais approché. Malgré son rôle central dans l'ascension mondiale de Bob Marley, Alan Skillcole n'est même pas mentionné une seule fois dans le biopic One Love. Pas un nom à l'écran, pas une allusion à son rôle de manager de tournée, de co-auteur ou d'ami intime. Pour un homme qui a contribué à fonder le label Tuff Gong, apaiser les tensions au sein des Weller et coécrit des chansons comme Raras ou Johnny Was, cette omission dépasse le simple oubli. C'est un effacement délibéré. Même Cole fut choqué. Je me demande pourquoi, lança-t-il en interview. Moi aussi, je me pose la question. Pour lui, la raison se trouve peut-être dans sa rupture de longue date avec Chris Blackwell, le fondateur d'Island Records, figure majeure dans la carrière de Marley. Leur relation s'est détériorée depuis des décennies. C'est le genre de personne qui se croit suprême et intouchable, dit Cole. Mais quand il traite avec un homme comme moi, ce genre de vocabulaire ne marche pas. Leurs différends, personnels autant que philosophiques, pourraient bien avoir influencé l'effacement de Cole dans la narration et dans un film qui prétend pourtant raconter la vérité sur la vie de Bob Marley. Selon Mutabaruka, bien d'autres, lui y compris, ont vu leur contribution supprimée ou réduite à presque rien. Le problème, ce n'est pas simplement que le film a oublié certaines personnes, c'est qu'il a redessiné le monde de Marley en excluant tous ceux qui ne cadraient pas avec une version édulcorée de l'histoire. La plupart des gens qui étaient là à l'époque, qui faisaient vraiment partie de sa vie, sont maintenant décédés, confia Cole. Alors, les réalisateurs peuvent se permettre tout ça. Les jeunes qui verront le film ne comprendront pas. Ils ne connaissent rien de cette histoire. C'est là que réside l'inquiétude la plus profonde de Cole. Ce n'est ni une question d'argent ni de reconnaissance. C'est une question de vérité historique. Ce qui le dérange, ce n'est pas seulement ce que montre le film, c'est tout ce qu'il passe sous silence. One Love a rapporté 146 millions de dollars dans le monde, mais selon Cole, il a vendu au public une illusion. Je ne suis pas fâché par ce qu'ils ont fait, dit-il. C'est juste triste de voir que ces choses arrivent. Soyons clairs, Cole ne tient pas Rita Marley pour responsable de tout. Au contraire, il parle d'elle avec respect. Elle connaît la vérité, dit-il. Et il reconnaît que Rita et les enfants de Bob ont beaucoup fait pour préserver son nom et son héritage. Mais cela ne rend pas les omissions plus acceptables. Le film dépeint Marley comme une sorte de saint, un révolutionnaire fidèle, un héros unidimensionnel. Mais Cole affirme que ce n'était pas lui. Marley était complexe, tourmenté, passionné et parfois profondément imparfait. C'est cela qui faisait de lui un homme. Et c'est selon Cole ce que le film a tragiquement manqué. Cole n'est pas amer. Il ne cherche pas à annuler qui que ce soit, mais il refuse aussi de rester silencieux. Peut-être qu'un jour on pourra raconter la vraie histoire, dit-il. Puis après une pause, on la racontera cette histoire parce que moi je l'ai. Il travaille actuellement sur ses mémoires. Un livre qui, selon lui, offrira enfin aux fans le vrai Bob Marley. Pas celui fabriqué par des comités, pas celui calibré pour le box-office, le pouvoir caché derrière la légende. Selon Alan Skillcole, il existait une autre facette de Bob Marley que le monde n'a encore fait qu'effleurer. Une facette plus profonde que les paroles, plus puissante que la musique. Marley, affirme Cole, était médium. Avant la scène, avant les dreadlocks, avant le mythe, il y avait un garçon dans le village de Nine Miles, dans la paroisse de Sainte-Anne. Bob Marley, né dans la pauvreté rurale et baigné dès l'enfance dans une atmosphère de mysticisme, avait en lui ce que Cole appelle une énergie mystique naturelle. Enfant, Marley lisait les lignes de la main. Les gens faisaient la queue, raconte Cole. Ils lui tendaient leurs mains. Ce n'était qu'un petit garçon. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un tour, c'était instinctif. Il savait juste des choses, se souvient Cole, des choses sur les gens, des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Mais ce don, cette capacité presque surnaturelle à voir au-delà du présent, a été très vite réprimée. Lorsqu'il suivit son père à Bacowal, Kingston, et qu'il fut présenté aux anciens rastafariens, ils lui dirent d'arrêter.
Ils ont dit que c'était de la diablerie, rapporte Cole. Alors, il a laissé tomber ces choses. Même lorsqu'il retourna à Nine Miles et que les gens continuaient de venir, espérant qu'ils lisent leur avenir, Marley refusa. Il leur disait qu'il ne faisait plus ça. Mais selon Cole, le don n'a jamais disparu. Il s'est simplement transformé en vision, en rêve, en musique. Cole se souvient parfaitement d'un moment. Un jour, Marley se tourna vers lui et déclara « Je vais construire le meilleur studio de Jamaïque ». Cole, pragmatique, les pieds sur terre, éclata de rire. Cela semblait irréaliste, un rêve trop grand pour un jeune du ghetto. Mais Bob le fixa dans les yeux et dit « Tu vivras assez longtemps pour le voir ». Des années plus tard, ce rêve se matérialisa sous la forme de Tuff Gong International, l'un des studios les plus influents et respectés des Caraïbes. Et Cole l'a vu, exactement comme Marley l'avait prédit, et ce ne fut pas la seule fois. Marley lui avait aussi dit que le reggae atteindrait les 4 coins du monde, que One Love lui survivrait, que les gens ne se contenteraient pas d'entendre la musique, ils la ressentiraient. Quand elle te frappe, tu ne ressens aucune douleur, disait souvent Marley. Ce qu'il ne disait pas, c'est que si elle te touche, c'est parce qu'il l'avait déjà vu venir. Pour ceux qui écoutaient vraiment, les chansons de Marley n'étaient jamais seulement des appels à la justice sociale ou à la résistance spirituelle. C'étaient des avertissements, des visions. Prenez Raras par exemple, une chanson que Cole a coécrite. Il l'a écrite en réaction à ce qui se passait politiquement en Jamaïque, dit Cole. Mais ce n'était pas juste pour l'époque. Ça se passe encore aujourd'hui. C'est une prophétie. Johnny Was, un autre titre né de leur collaboration, raconte l'histoire d'un jeune homme doué abattu par une balle perdue. Mais pour ceux qui savaient, ce n'était pas une fiction. Johnny était réel, confirme Cole. C'était le frère de Delroy Wilson. Bob le respectait énormément. Et dans ce refrain bouleversant, Women Hold Her Head and Cry, Marley ne faisait pas que transmettre une émotion. Il canalisait une vision, une scène qu'il avait vue dans son esprit avant même qu'elle ne soit chantée. Même restant en vibration avec sa phrase répétée « Picking up, are you picking up now ?» n'était pas un simple gimmick musical. Elle venait directement du prophète Gad, chef des 12 tribus d'Israël, qui demandait souvent à ses fidèles s'ils captaient son message spirituel. Pour Marley, ce n'était pas une métaphore, c'était une communication réelle. D'après Cole, Marley parlait peu, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il avait trop de choses qu'il ne pouvait pas expliquer. C'était un homme en mission, dit-il. Il n'était pas sociable, il n'était pas ouvert. La plupart du temps, c'était juste Trenchtown, studio, Trenchtown. Cole devait souvent l'encourager à sortir, à rencontrer les gens, à partager des moments. Je devais l'aider à socialiser, explique-t-il. Ce n'était pas naturel chez lui. À la place, Marley se confiait en privé pendant les longs trajets à vendre des disques, lors des entraînements de foot tard dans la nuit. C'est là que les visions survenaient. Il se taisait, restait immobile, puis disait une vérité qui n'était pas encore arrivée. Il m'a dit tant de choses, confie Cole, dont certaines que je ne peux même pas révéler. Pas encore. L'image publique de Marley est celle d'un rocker. Rébellion, dreadlock, droiture. Mais Cole dresse un portrait plus doux, plus triste. Derrière la façade dure, Bob était tendre à l'intérieur, dit-il. Il a écrit Make Up en mémoire d'Eddie Frazé, un ami qu'il pensait injustement pendu. Il a écrit Cry to Me et One Love, des chansons de chagrin, d'unité, de désir. Même son perfectionnisme en studio venait d'une pression intérieure qu'il exprimait peu. Cole se souvient que Bob détruisait sans cesse les moules de vinyle jusqu'à ce que Raras sonne exactement comme dans sa tête. Il dormait très peu, dit Cole. Il croyait que si un homme dormait trop, il passait à côté de sa destinée. Pour Bob Marley, le sommeil était l'ennemi du destin. Et à l'approche de sa mort, le fil médiumnique refit surface. Cole se souvient de leur dernière conversation, profonde, mystique, pleine de sens cachés. Les gens ne meurent jamais, lui dit Bob. Ils font une transition. Il savait qu'il partait, mais il savait aussi que sa musique lui survivrait. Il le ressentait, il le voyait, il l'avait prophétisé. Et son testament, il n'en a jamais signé parce que ce qu'il voulait à ce moment-là ne lui était pas accessible, dit Cole, laissant entendre des vérités plus profondes encore à révéler. Aujourd'hui, Cole admet qu'il reste des choses qu'il n'a pas encore partagées. Certaines seront dans le livre, dit-il. Mais selon lui,
La dimension médiumnique de Marley doit être comprise maintenant, car c'est la clé pour déchiffrer le reste. À ses yeux, Marley n'était pas seulement inspiré par le rastafarisme. Il était un voyant à part entière. Ses visions guidaient ses chansons, ses choix, même ses affaires. Il avait prédit sa gloire, sa chute et les batailles qui entouraient son héritage. Bob était médium, répète Cole, et le monde l'ignore complètement. Alan Cole ne cherche pas à se venger. Il veut simplement dire la vérité. Pendant des années, il est resté silencieux pendant que le monde remodelait l'histoire de Bob Marley. Il a laissé faire. Mais aujourd'hui, il écrit ses mémoires, la vraie histoire, celle que lui seul peut raconter. On racontera cette histoire parce que moi je l'ai. Ce ne sera pas le Marley des affiches ni des gros titres. Ce sera l'enfant qui lisait les lignes de la main, l'homme qui voyait les choses avant qu'elles n'arrivent, le visionnaire caché derrière la légende. Et quand cette vérité éclatera enfin au grand jour, que se passera-t-il? Restez avec nous. Aimez, partagez, abonnez-vous, car Alan Cole ne fait que commencer.